Bonjour, je suis Georges Bensoussan, je suis historien. On va parler aujourd'hui à travers un exil français, c'est de mon procès qui a eu lieu en 2017, puis en 2018 en appel et en 2019 encore en cassation, et qui relate finalement les angoisses de la société française d'aujourd'hui. Vous avez écrit en 2021 un livre, Un exil français, dans lequel vous décrivez l'état de la liberté de pensée et de parole en France. À travers le procès qui vous a été intenté en janvier 2017, la procédure initiée par le parquet en octobre 2016 a duré 4 ans et vous avez été relaxé à 3 reprises, que ce soit en première instance, en appel et en cassation. Oui, ce qui s'est passé le 10 octobre 2015, c'est très simple. Alain Finkielkraut m'avait invité à venir parler avec Patrick Weil du sens de la République. C'était l'intitulé exact de l'émission, Le sens de la République, à propos d'un livre de Patrick Weil. Moi-même, je n'avais rien publié de nouveau à ce moment-là, mais j'avais publié une nouvelle préface au territoire perdu de la République après les attentats de Charlie Hebdo. Il ne faut pas oublier le contexte. On est quelques mois après Charlie Hebdo et on est 1 mois avant le Bataclan, précisément. Et quand Fayard m'avait demandé une republication des territoires perdus de la République, j'aurais dit oui, mais le livre a déjà 13 ans, il faut une postface, parce qu'il s'est passé quand même énormément de choses, entre autres Mohamed Merah à Toulouse, et puis surtout Charlie Hebdo, bien sûr, et l'hypercacher en janvier 2015. Donc c'est à ce titre qu'il m'invite. À noter d'ailleurs qu'Alain Finkielkraut est l'un des rares journalistes à avoir eu le courage, quand on a sorti les territoires perdus de la République, à m'avoir invité dès 2004. Je rappelle que le livre est sorti en 2002, alors que tous les autres, enfin pas tous, je rends hommage à Éric Conan, qui travaillait à l'époque, je crois, à Libération ou à Marianne, je ne sais plus exactement, d'avoir été très courageux aussi dans ce domaine et de nous avoir donné la parole. Bon, bref, voilà comment l'émission commence. Bon, Patrick Weil, j'ai lu son livre, c'est le principe de l'émission, on doit toujours lire le livre de l'autre. Bon, j'ai lu le livre de Patrick Weil sans grand intérêt, pour dire la vérité, très insipide. Bon, comme d'habitude, d'ailleurs, tous ces livres. C'est les livres d'un énarque, si vous voulez, du PS, qui est très versé dans les questions d'immigration, qui est très immigrationniste, qui vient de la bonne bourgeoisie de gauche, des beaux quartiers, qui a fait toute sa carrière dans les beaux quartiers, qui ne connaît pas grand-chose à la France populaire, sur le fond, et qui défend un point de vue immigrationniste qui était déjà très largement fissuré à cette époque-là, en 2015. Et dans le feu de la discussion, à propos de l'antisémitisme, qui, vous le savez, préoccupe beaucoup, et à la fois Alain Finkielkraut et moi-même et un certain nombre d'autres personnes dans ce pays, je cite les propos d'un sociologue français d'origine algérienne, d'un film qui n'est pas encore sorti à la télévision, mais que j'ai vu en avant-première, parce que j'y ai participé, comme lui d'ailleurs, Smaïn Lacher. Et Smaïn Lacher, dans ce film, tient des propos extraordinaires, mais révolutionnaires. Le réalisateur Georges Benayoun, quand il l'a filmé, m'a téléphoné, il m'a dit « Tu n'imagines pas ce qu'il a dit ?» Je visionne le film avec lui. Smaïn Lacher, d'ailleurs, est dans la salle. Et il dit, dans ce film, Smaïn Lacher, que dans les familles arabes, tout le monde le sait à peu près, mais personne ne veut le dire, il y a une immense hypocrisie là-dessus, l'antisémitisme, il est dans l'air qu'on respire, il dit. C'est extraordinaire, cette formule. Malheureusement, j'ai fait cette erreur, et c'est la seule erreur que je me reconnais dans cette histoire, je n'ai pas le verbatim sous les yeux, ce qu'il ne faut jamais faire. Eh bien, donc, je cite de mémoire. Et au lieu d'utiliser la métaphore de l'air qu'on respire, j'utilise la métaphore du lait maternel, à savoir que l'antisémitisme dans certaines familles, je ne dis pas dans les familles arabes, ça ne veut strictement rien dire, ce serait une essentialisation, dans certaines familles, effectivement, il était au lait de la mère, au sein de la mère, au lait de la mère. Bon, c'est une métaphore qui avait déjà cours, je rappelle que ça a été utilisé dans un très grand nombre d'occurrences, et entre autres dans l'histoire de la société israélienne, un ancien Premier ministre, Yitzhak Shamir, je crois, avait dit que les Polonais avaient été l'antisémitisme au sein de leur mère. Bon. Donc ça traînait, c'est une histoire, c'est une métaphore qui est en usage courant dans la langue française. Bon, immédiatement, scandale de Patrick Weil, qui est grande conscience, belle âme indignée, bien sûr. Alain Finkielkraut me demande de préciser si c'est toutes les familles arabes ou certaines familles arabes. Je dis non, c'est une partie des familles arabes, bien sûr, etc., etc. Bref, l'émission se termine assez froidement avec Patrick Weil, pas avec Alain Finkielkraut. Et d'ailleurs, très étonnant, c'est que dans cette émission, personne ne l'a relevé, mais à 2 reprises, Patrick Weil dit en direct devant les caméras « Nous sommes 3 juifs dans ce studio ».
Ça n'avait strictement rien à voir avec le sujet de l'émission. Et Alain Finkielkraut n'a pas réagi à ce moment-là. Ce n'était pas à moi de réagir, hein, je ne suis pas le meneur de l'émission. Mais quand Patrick Veil est parti avant, Alain Finkielkraut se tourne vers moi et me dit « Mais pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris de dire deux fois, nous sommes 3 juifs dans ce studio, nous sommes là 3 Français, 3 républicains qui parlons du sens de la République ». L'affaire est terminée, l'émission passe le lendemain, ce n'est pas du direct, vous le savez. Et j'apprends 2 jours plus tard par une amie qui me dit « Georges, tu sais, il y a une pétition qui circule contre toi à Paris ». À l'époque, j'étais à Bordeaux pour une conférence. Bon, je prends connaissance de la pétition le lendemain et je m'aperçois qu'il y a une vingtaine de signataires qui hurlent au racisme, à l'essentialisation et à la dérive. Et en fait, dans le texte de la pétition, qui n'est pas très long, hein, c'est une page à peu près, il n'y a qu'une vingtaine de signataires, je m'aperçois que je suis visé, mais Alain Finkielkraut aussi est visé, et que ce que visent en réalité les signataires, c'est aussi l'interdiction de l'émission d'Alain Finkielkraut, qui a un très grand nombre d'ennemis à France Culture. Voilà comment toute l'affaire démarre. En novembre 2015, Smaïn Lahacher porte plainte contre vous, puis il retire sa plainte en février 2016. L'affaire semble close, mais surprise, le CCIF à son tour intente une action en justice en mars et le parquet donne suite au mois d'octobre 2016. En conséquence, à la suite du procès initié par les islamistes du CCIF, organisation aujourd'hui dissoute, tout le monde suit, la LDH, la LICRA, CCIF, le MRAP, SOS Racisme, SOS Soutien aux sans-papiers. Vous interprétez ce procès sans aucun fondement à la faute commise d'avoir écrit « Juifs en pays arabe ». Pouvez-vous développer ? Oui, je peux développer bien sûr, mais avant je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est qu'à l'origine de la pétition, il y a une professeure d'histoire-géographie qui s'appelle Laurence Decoq. Et ce qui est très intéressant, c'est 2 choses. Premièrement, les signataires de la pétition, bon, un certain nombre de gens que je ne connaissais pas, mais parmi les signataires, il y a Alain Grèche, pilier du monde diplomatique obsédé par la question israélienne, bon, il suffit de le voir encore aujourd'hui, et Shlomo Sand, qui n'est pas français, on se demande ce qu'il vient faire dans cette querelle française, qui est un historien israélien, qui est un virulemment antisioniste, il signe également cette pétition. Deuxième point, la gauche fondamentalement a la passion de la censure. Et elle veut censurer et elle veut couper sur le fond. Et elle n'a de cesse que de censurer, et c'est quelque chose qui remonte à très loin dans le temps. Je rappelle, ce n'est pas seulement à la naissance des partis communistes dans les années 1920, mais on peut remonter jusqu'au précédent de la terreur. C'est dans les origines de la Révolution française qu'on peut trouver une certaine passion, pas de toute la gauche, mais d'une certaine gauche pour la censure, pour le fait de couper finalement et d'interdire la parole. Et quelqu'un qui l'avait très bien vu, c'est un anarchiste, qui lui est un véritable socialiste anarchiste. Ce n'est pas la même chose que la gauche, hein. Jean-Claude Michéa fait très bien le distinguo. George Orwell qui disait, vers la fin de sa vie, il disait la gauche est antifasciste, mais elle n'est pas antitotalitaire. Et là, vous en avez vraiment l'illustration. La gauche est profondément d'esprit totalitaire, elle n'a de cesse que d'interdire. Bon, alors revenons à la plainte. Smaïn Lahacher, à ma grande surprise, porte plainte alors que mes propos étaient exactement le décalque de ce qu'il avait dit, et même tous ceux qui avaient écouté l'émission et qui s'étaient ensuite reportés aux propos de Smaïn Lahacher dans le film disaient « mais Smaïn Lahacher est beaucoup plus dur que vous, sur le fond. Il dit des choses beaucoup plus violentes. Et il n'est pas poursuivi. Absolument pas. Et non seulement il n'est pas poursuivi, mais lui-même me poursuit, alors qu'en fait, je n'ai pas déformé ses propos, j'ai utilisé simplement une autre métaphore. Donc, première énigme, que s'est-il passé avec Smaïn Lahacher, professeur à l'université de Strasbourg? Est-ce que ce n'est pas la peur académique qui a joué? Est-ce que ce n'est pas la lâcheté habituelle qu'on trouve dans les milieux académiques qui a dû fonctionner? À mon avis, oui, il a eu très peur d'être désavoué par ses pairs. Mais il y a surtout le fait qu'il voit bien, au bout de quelques mois, que cette accusation est absurde et brutalement il retire sa plainte sans aucun accord entre les avocats, parce que j'étais obligé bien sûr de prendre un avocat dès lors qu'il y avait une plainte, sans aucune compensation financière, sans même aucune demande d'excuses ou demande de rectificatif de ma part. Tout ça est parfaitement terminé en février 2016. Nous sommes donc 4 mois après l'émission. Et brutalement, j'apprends que le CCIF a décidé de poursuivre en justice. Ce n'est pas exactement une plainte parce qu'ils n'ont pas les 5 ans requis. En tous les cas, ils se pourvoient en justice. Et c'est à partir de ce moment-là que commence l'engrenage judiciaire. Mais les associations que vous venez de citer ne rejoignent pas le CCIF immédiatement. Nous sommes en mars 2016. Pourquoi le CCIF s'est-il engouffré dans la brèche? Parce qu'il a compris, après le retrait de plainte de Smaïn Lahacher, que sa cible était en train de lui échapper. Donc évidemment, on n'allait pas la laisser échapper, et donc
il porte plainte alors que le délai en matière de droit de presse est relativement limité, je crois, à 6 mois. Donc il avait juste encore quelques semaines pour porter plainte. Bon, c'est ce qu'il fait. Et les associations dont vous parlez vont le rejoindre très tardivement, 8 mois plus tard seulement. C'est-à-dire que les associations comme le MRAP, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA et d'autres rejoignent pratiquement 1 mois avant le procès seulement. À ma grande surprise et à la grande surprise de mon avocat Michel Laval. Bon, voilà ce qui s'est passé en quelques mots. Donc ce qui est frappant, c'est que le jour du procès au palais de justice, dans la 17e chambre, sur le banc des parties civiles, il y a 6 parties civiles, dont 5 sont des organisations de gauche, assises à côté de qui? Du CCIF, une organisation islamiste qui a été dissoute après l'assassinat de Samuel Paty. En quoi vous pensez que ça a un rapport aussi avec le livre « Juifs en pays arabe » ? Voilà, vous avez raison de mentionner ce livre. Quand j'arrive au procès, d'abord il faut dire s'il y a procès, c'est parce que le parquet a donné suite. C'est-à-dire que le parquet donne suite en octobre 2016. Le parquet pouvait ne pas donner suite et classer l'affaire, et c'était un non-lieu. Bon, tout le monde s'attendait à un non-lieu, il n'y avait rien dans le dossier. Pour la bonne raison que quand on écoutait Smaïn Lacher et quand on me lisait, ou qu'on m'écoutait, disons, ben ouais, c'était exactement la même chose, sauf que ce n'était pas la même métaphore. Bon, c'est bien ce qu'a reconnu la présidente du tribunal, celle de première instance et celle de la cour d'appel. Bon. Et là, la grande surprise, le parquet donne suite. Une énorme surprise. Bon. J'oublie de dire quand même qu'avant que le parquet donne suite, je suis auditionné à la police judiciaire. C'est-à-dire que je suis convoqué 2 fois à la police judiciaire, une fois en juin, où j'y vais seul, où la policière, qui est totalement débordée par ce type d'affaires, infinie, parce que les plaintes sont très nombreuses, hein, ce n'est pas la seule, très très nombreuses qui viennent toujours du même camp. Et au mois d'août, brutalement, alors je n'étais pas à Paris, elle m'appelle très gênée, elle me disait « écoutez, c'est assez inhabituel, mais le parquet me demande de vous réauditionner. » Ah bon? Alors j'y vais, fin août, cette fois avec Michel Laval. Elle me pose les mêmes questions, je fais à peu près les mêmes réponses, Michel Laval complète, bon. Et Michel Laval sort de l'entretien pas très confiant. Évidemment, je pense qu'il avait vu juste. Et donc, quelques semaines plus tard, on apprend que le parquet donne suite. La grande surprise, c'est celle-là. Qu'est-ce qui s'est-il passé au parquet? Quels sont les magistrats qui ont donné suite? Quel est le degré de politisation des magistrats, leur couleur politique, du syndicat de la magistrature probablement, pour donner suite à ce type de poursuite? Parce qu'il est bien évident qu'on est là dans des poursuites politiques. N'oubliez pas qu'on est encore dans le quinquennat de François Hollande et dans un ministère de la Justice qui est tenu par la gauche. Ça a son importance. Bon. Donc il y aura un procès. Nous sommes en octobre 16. Mais pour l'instant, il n'y a que le CCIF. Et j'apprends en janvier 17, pratiquement 10 jours avant le procès, qu'il y a toutes les associations que vous venez de citer. Ce que ces gens-là ont à me reprocher, en particulier les organisations de gauche, avec des guillemets, c'est le livre « Les territoires perdus de la République » dont j'avais été le coordinateur, le maître d'œuvre, en 2002, c'est-à-dire 15 ans plus tôt. Pas du tout, je m'étais totalement trompé. À aucun moment durant les 12 heures qu'a duré le procès, 12 heures, hein, on a commencé à 14 heures, on a fini à 1h20 du matin, avec 2 suspensions d'audience de 20 minutes chacune. Et une salle archi-comble, et même encore jusqu'à minuit, la salle était aux 2 tiers pleine. Et très étonnamment, je m'aperçois que le livre que citent les parties civiles, enfin pas toutes, mais 2 d'entre elles, et elles sont venues avec, c'est Juifs en pays arabes, un livre sorti 5 ans plus tôt chez Talandier. Ce que me reprochait et le CCIF, et surtout les organisations plutôt marquées à gauche, c'est que j'avais détruit la légende de la lune de miel et de la convivialité judéo-arabe en pays arabes. Et que j'avais dit clairement qu'on avait assisté à une purification ethnique, à une exclusion ethnique à bas bruit, en silence, de toute une population juive dont on ne parlait plus du tout, une sorte de Nakba des Juifs d'Orient, sur le fond, qui n'avait pas voix au chapitre. Et ce n'était pas un livre d'humeur, c'est un livre de plus de 1000 pages, c'est un livre d'histoire, d'historien, basé uniquement sur des archives, même pas sur des témoignages oraux, uniquement sur des archives aussi bien juives que non juives, diplomatiques, militaires, françaises, anglaises, italiennes, etc. Donc des archives de différentes sources, hospitalières également, qui toutes convergeaient pour décrire une situation juive dans les pays arabo-musulmans difficile au XIXe siècle,
a amélioré avec la colonisation est très difficile dans certains pays comme le Maroc, comme la Perse, qu'on appelait à l'époque la Perse, c'est-à-dire l'Iran, et comme le Yémen, c'était les pays les plus terribles. Mais même en Irak, ou même en Tunisie, ou même en Libye, ou en Égypte, c'est un peu différent. En Libye, que j'avais plus spécialement étudié avec 4 autres pays, la situation n'était pas brillante. C'est ça qui a été mis en évidence. Et le fait est que depuis, nous sommes aujourd'hui en 2025, depuis 13 ans que ce livre est sorti, il n'y a eu aucune réfutation d'historiens sur le livre. Aucune. Personne n'a pu dire sa méthode est biaisée, ses témoignages sont faux, ses archives sont tronquées, etc. Ils peuvent simplement dire ses conclusions sont erronées. Seulement toutes les bases du raisonnement, elles sont là, et on en arrive bel et bien à la même conclusion. Oui, il y a eu purification ethnique, oui, il y a eu exclusion ethnique. Et ça, je détruisais une légende, mais une légende qui avait son utilité politique. Pourquoi ? Parce que, c'est une légende qui permettait la promotion du vivre ensemble en France. Regardez, jadis, dans les pays d'islam, ces gens-là vivaient tellement bien entre eux qu'aujourd'hui, tout les amènerait précisément du fait de ce passé à vivre aujourd'hui en parfaite convivialité. Or, en fait, s'il y avait de telles violences, nous sommes en 2017, 15 ans après 17 ans même, après le début des violences antisémites liées à la seconde intifada en Israël-Palestine, tout montrait justement que ça n'était pas seulement du fait du conflit israélo-arabe qu'il y avait tant de violences contre les Juifs de France, mais ça venait d'un antisémitisme culturel profondément imprégné dans la culture du Maghreb qui avait été importé par l'immigration maghrébine en France. C'est ça que ça montrait, le livre. Deuxièmement, qu'est-ce que ça montrait également ? Ça montrait que le sionisme n'était donc pas le responsable de la dégradation des relations judéo-arabes en terre d'islam. C'est bien antérieurement que la dégradation a eu lieu, et en fait, la dégradation, elle est déjà dans l'essence même du statut du juif dans l'islam. La façon dont le juif est regardé dans l'islam porte en elle profondément de la violence, sur le fond. Et ça n'a rien à voir avec le sionisme. Que le sionisme et le conflit israélo-arabe aient accéléré la dégradation, c'est une évidence. Mais ça n'est pas la cause profonde. Et c'est ça que ce livre montrait. Donc j'avais détruit un certain nombre d'idoles, un certain nombre de légendes sacrées, de légendes dorées, et ça c'était impardonnable sur le fond. Au point que c'était même ridicule. Un avocat de la partie civile prend Bensoussan écrit page 744 que ceci, cela, etc. Bon, on arrivait à quelque chose de tout à fait grotesque. Et j'avais heureusement apporté ce livre avec moi, mais moi dans un autre dessein. Puisque j'étais, moi, le raciste anti-arabe, j'ai voulu démontrer à la présidence du tribunal et à la présidente en particulier du tribunal la page 1 du livre. J'ai demandé à Michel Laval, mon avocat, de m'apporter le livre, il l'a apporté, j'ai ouvert le livre et j'ai dit « Regardez, Madame la Présidente, à qui est dédié ce livre ?» Alors je l'ai lu, devant toute la salle, devant le micro. Le livre était dédié à une femme arabe au cœur de ma vie. C'est ça le raciste anti-arabe que je suis. Voilà, c'est tout. Comment s'est comportée la communauté juive lors de votre procès ? Vous a-t-elle soutenu ? Ce qui est frappant du côté de la communauté juive, c'est qu'il y a eu deux types d'attitudes. S'il s'agit de la communauté juive de base, qu'on appelle le juif de la rue ou le judaïsme de la rue, la solidarité a été profonde, puissante, totale. D'abord, il y a eu une pétition qui a été initiée par Pierre-André Taguieff et quelques autres en ma faveur tout de suite au tout début de l'affaire dès le mois d'octobre 2015. Et cette pétition a été signée par un très grand nombre de gens, connus ou moins connus, et parmi ces gens, des gens que je n'avais jamais rencontrés, aussi bien Jean-Paul Enthoven par exemple, que Bernard-Henri Lévy ou beaucoup d'autres. Le grand rabbin de France avait signé, Chaim Corsia, le président du consistoire Joël Mergui avait signé, etc. Bon, beaucoup de gens avaient signé, mais ensuite, du côté des institutionnels de la communauté juive, il y a eu une certaine frilosité. Chaim Corsia a été solidaire, Joël Mergui, président à l'époque du consistoire, a été solidaire, mais du côté du CRIF, en revanche, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a eu aucun élan de solidarité, il y a eu une attitude plutôt peureuse. Le président de l'époque, qui était M. Khalifa, je crois, a été particulièrement timoré et il n'a pas pris position, alors que les présidents précédents, Roger Kuckerman et Richard Prasquier, avaient toujours été sur ces questions-là très militants, très courageux. Et donc je disais, il y a vraiment un clivage entre les institutions et le judaïsme de la rue. Le judaïsme de la rue a manifesté un soutien manifeste. C'était un soutien plus que chaleureux, c'était un soutien fraternel, franchement fraternel. Impossible d'oublier l'accueil en octobre 2018 à la Grande Synagogue de Strasbourg,
où la synagogue était archi pleine, et je suis à peine entré que tous se lèvent et applaudissent avant que j'ai dit le moindre mot. Bon, c'était comme ça souvent, mais là c'était vraiment le summum, octobre 2018. C'était après le jugement en appel qui m'avait innocenté une deuxième fois. Du côté des institutionnels, une certaine frilosité, sauf les deux que j'ai cités, je l'ai dit. Les anciens présidents du CRIF se sont montrés solidaires, bien sûr, mais ils n'étaient plus en exercice. Les autres, non, sont restés très, très frileux. C'est pas très nouveau, si vous voulez, à savoir que ça correspond à une démarche souvent très timorée des institutions juives qui entendent ne pas se séparer du pouvoir, ne pas trop s'éloigner du pouvoir, être constamment légitimistes en pensant que plus elles sont proches du pouvoir, plus elles ont à y gagner et qu'elles sauront protéger la communauté juive. Toute l'histoire leur donne tort, c'est pas grave, mais elles continuent toujours dans la même voie, à savoir que le légitimisme, c'est la meilleure garantie de la survie de la communauté juive. Bon. Là-dessus, elles se sont trompées sur le fond. J'ajoute que cette solidarité, elle s'est manifestée par le fait que, sans que j'aie rien demandé, un certain nombre de gens autour de moi, dont une ancienne élève qui avait été mon élève 20 ans avant au lycée, qui était élève en terminale au lycée, s'est mis en tête de créer un site pour créer une source de financement pour payer les frais de justice. Et effectivement, il y a eu énormément d'argent qui a été récolté, qui ont payé tous les frais de justice qui se montaient un peu plus de 22 000 €. Donc la solidarité, elle était là au rendez-vous, sans compter un certain nombre de mots que j'ai reçus. À l'époque, je travaillais au Mémorial, sans compter même dans certains quartiers de Paris, comme le quartier du Mémorial, près du Marais, un certain nombre de gens qui me reconnaissaient dans la rue parce qu'ils m'avaient vu ici ou là à la télévision et qui venaient vers moi pour m'encourager. Bon, voilà. En janvier 2017, lors du procès, Boualem Sansal écrit une belle lettre en votre faveur. Dans cette lettre, il écrit que la liberté d'expression est beaucoup plus protégée en Algérie qu'en France. Aujourd'hui, Boualem Sansal est emprisonné depuis mi-novembre 2024 dans les geôles algériennes. Ce que Boualem Sansal dit dans cette lettre, très longue lettre, qui est reproduite dans le livre d'ailleurs, c'est qu'effectivement, ce que je disais, moi, s'était confirmé tous les vendredis dans les mosquées d'Algérie. Et que jamais on n'aurait poursuivi lui pour avoir dit ça précisément. Ce qui est frappant, c'est qu'après la lettre de Boualem Sansal, et après la tenue du procès, la première audience, enfin le premier procès, disons en janvier 2017, un certain nombre de voix maghrébines en France m'ont écrit, alors qu'ils ne me connaissaient pas, pour me dire en fait que ce que je disais était la stricte vérité. Ensuite, j'ai connu une psychanalyste d'origine tunisienne, musulmane tunisienne, dont le nom de plume est Sonia Zadig. Elle prend un nom de plume pour des raisons de sécurité, et qui m'a confirmé également, alors je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai lu 2 de ses livres autobiographiques, on lit dans ses livres, elle appartient à la grande bourgeoisie tunisienne, son père était un avocat très connu à Tunis. On baigne dans une atmosphère de judéophobie assez surprenante dès la 3e ou 4e page du livre, et je lui ai fait remarquer d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'elle a été élevée. Donc tous m'ont confirmé qu'effectivement je ne déraillais pas, que je disais quelque chose qui est une évidence. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises j'ai dit à propos de ce procès que j'avais été traîné en justice pour avoir dit qu'il faisait jour à midi, sur le fond. Bon. En clair, ce qui est frappant aujourd'hui plutôt, c'est ce qui se passe en Algérie, puisque vous avez parlé de l'incarcération de Boualem Sansal depuis 4 mois et demi, déjà, bientôt 5 mois d'ailleurs. C'est que l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un véritable racisme, c'est le fait de l'Algérie. C'est l'Algérie qui demande à Boualem Sansal de changer d'avocat parce que son avocat est juif. Imagine-t-on un instant, que dans la Hongrie de Orbán, un régime libéral, le président Orbán ait demandé à ce que l'avocat d'un détenu soit changé parce qu'il est juif. On aurait un tollé général, et à juste titre d'ailleurs. Bref, on aurait un scandale national, et encore une fois, tout à fait fondé. Ici, c'est passé relativement sous les radars, on a ressenti, ou du moins perçu, un silence gêné du côté de la gauche. Et même mieux, dans cette Algérie qui procède d'un antisémitisme d'État, on a entendu une députée française, une députée européenne française, Rima Hassan, dire de l'Algérie que c'était le phare de la liberté. C'est extraordinaire tout de même. On est dans une inversion orwellienne de la réalité, totalement. Finalement, comme l'explique Caroline Valentin dans son article sur les procédures Bayon, ces procédures ne reposent sur rien et l'issue importe peu. Souvent, les accusateurs n'ont même pas lu les livres qu'ils condamnent. Ces procédures cherchent juste à épuiser l'adversaire, à le discréditer et à l'invisibiliser. Pensez-vous que dans votre cas, ils ont réussi ? L'argumentation de Caroline Valentin est très fondée. Je rappelle qu'elle est avocate
Et elle a tout à fait raison de dire que le but des procédures Bayon n'est pas tellement de gagner. Le CCIF a perdu, maintenant il n'existe plus, a perdu la plupart de ses procès. Première question, c'est de savoir d'où vient l'argent pour soutenir une telle procédure. On sait très bien d'où vient l'argent. Bon, il vient du Golfe pour l'essentiel. Mais peu importe qu'il perde, l'important pour lui, c'est de traîner les gens en justice parce qu'une fois que vous êtes traîné en justice, quand bien même vous gagnez en première instance, en appel, en cassation, il restera toujours l'idée que vous avez été en justice, donc il restera toujours ce soupçon finalement qui fait que malgré tout, vous êtes, comme on dit dans les rédactions bien pensantes, clivant. Vous n'êtes pas tout à fait conforme. Que s'est-il passé avec vous? Et donc, à votre question, est-ce qu'ils ont réussi? Je dirais oui. Je dirais oui parce que depuis cette affaire, alors que j'ai été relaxé 3 fois par la justice, 3 fois la justice m'a donné raison, le service audiovisuel public en France m'ignore totalement depuis 2015. Alors qu'avant, il m'arrivait d'être invité à France Culture, la preuve, cette émission a eu lieu. À noter tout de même qu'Alain Finkielkraut est le seul à m'avoir réinvité il y a quelques années, en 2022, à France Culture. Mais à France Inter, où j'avais pu être invité ici ou là, entre autres par Nicolas Demorand, plus personne. Il n'y a plus personne, ni ici, ni là, dans tous les médias du service public. Donc, d'une certaine façon, leur but, c'est de salir la réputation de quelqu'un, de semer le doute, de semer la suspicion, et sur ce plan-là, ils gagnent, oui, effectivement. Vous dites que l'heure du débat a régressé avec le basculement de la sphère intellectuelle à la sphère moraliste. Oui, parce que, qu'est-ce que c'est que le débat intellectuel? C'est la discussion entre le vrai et le faux. Qu'est-ce que c'est que le débat moraliste? C'est la discussion entre le bien et le mal. Or, le débat intellectuel, il a basculé sur le débat moraliste. Aujourd'hui, la question n'est plus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que ça sert telle cause ou est-ce que ça la dessert sur le fond? Mais là, on n'est plus dans le débat intellectuel. On est dans le débat moraliste qui est en fait un succédané du débat religieux. Or, qu'est-ce que c'est que le religieux sur le fond? C'est le domaine de l'absolu, c'est l'absence de compromis. Et dans le domaine de l'absolu, vous ne pouvez soit qu'inclure, soit qu'exclure, c'est-à-dire anathémiser totalement et exiler totalement des gens dont vous décrétez une fois pour toutes qu'ils sont interdits de parole. Alors que dans le vrai et le faux, vous êtes dans le politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est le compromis. Le compromis, c'est le fait d'accepter que l'autre a peut-être une part de raison, que vous avez également votre part de raison, et que vous arrivez finalement à un moyen terme à trouver un compromis. Donc, dans un débat qui est dévoyé en bien et mal, on est dans le domaine de l'absolu, donc dans le domaine de l'anathème, donc dans le domaine de l'excommunication. Et sur ce plan-là, aujourd'hui, on en a l'illustration où vous avez un grand nombre de gens qui sont interdits de parole, qui sont interdits de médias, dont on dira qu'ils sont clivants, c'est une façon en fait de ne pas les inviter, dont on dira qu'ils sentent le soufre sur le fond et qu'on n'invitera jamais. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la situation que Tocqueville avait parfaitement décrit dans La démocratie en Amérique. On ne censurera personne, on laissera chacun libre de s'exprimer, mais celui qui s'exprimera dans un cercle d'infréquentabilité, celui-là sera totalement ignoré de ses pairs et comme le dit Tocqueville, je cite de mémoire, on lui laissera la vie, mais on lui laissera la vie qui aura un goût plus amer que la mort, sur le fond. C'est la mort sociale à laquelle on condamne les gens quand on est dans le dévoiement du débat intellectuel qui vire vers le débat moraliste d'aujourd'hui, qui n'est même pas de la morale d'ailleurs, mais moraliste, qui n'est pas du tout la même chose.